justement ce que je dois au privilège de l'âge. Le privilège de l'âge, ça veut dire que j'ai commencé la psychiatrie à une période où il n'y avait pas d'antidépresseurs, ni de neuroleptiques d'ailleurs. Et donc, il faut se rappeler ce que c'était que la psychiatrie à une époque où il n'y avait pas d'antidépresseurs. La mortalité considérable des patients mélancoliques qui mouraient de faim, qui mouraient de fausses routes, parce qu'on les nourrissait avec des sondes, qui mouraient de maladies infectieuses. Dans les services, en particulier les services de femmes, vous aviez un très grand nombre de femmes qui étaient internées, parce qu'à l'époque, les malades étaient internés, pour des dépressions chroniques, et qui restaient là 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que les électrochocs n'avaient pas traîné les résultats escomptés, et que l'on n'avait aucun moyen de les améliorer, sinon on devait attendre que l'accès se guérisse spontanément. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, je crois, un peu oublié. Bon, la deuxième chose, vous avez fait allusion, c'est le fait, par le service où j'étais, d'avoir pu participer, au fond, à beaucoup de premières expérimentations sur un certain nombre de produits. Je pense en particulier à la Nafranil. Bon, de voir arriver les nouveaux produits, l'arrivée du lithium, l'arrivée des sérotoninergiques, voir les modes, les produits qui apparaissent, les produits qui disparaissent, ceux qui restent depuis le début, puisqu'en définitive, le tofranil est encore là. Et puis la dernière chose que je voudrais dire de mon expérience personnelle, parce que c'est quelque chose qui n'est peut-être pas non plus assez connu, c'est le fait que l'arrivée des antidépresseurs a plus bouleversé les conceptions des psychiatres que ne l'avait fait l'arrivée des neuroleptiques. L'arrivée des neuroleptiques a transformé leur pratique, a transformé les services, mais au fond on savait bien que dans la schizophrénie, il y avait quelque chose de biologique et qu'un jour on aurait un traitement, enfin des traitements symptomatiques. Tandis que l'arrivée des antidépresseurs, et en particulier le fait que dans des dépressions dites névrotiques, le fait de prendre quelques pilules pendant 2 semaines ou pendant 3 semaines amène un tel bouleversement, on pourrait dire, dans la problématique du sujet, et que tel sujet qui 15 jours auparavant se disait misérable, coupable, bon à rien, désirant la mort, et 3 semaines plus tard, paraissait sorti du gouffre. Bon, c'est quelque chose qui, pour les psychiatres, a été vraiment bouleversant. Et je le dis souvent parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas dans les livres et qui a amené quand même à se poser beaucoup de questions, non pas sur la psychiatrie biologique, mais enfin sur les intrications, en tout cas, entre la psychodynamique et la psychobiologie. Voilà. Alors maintenant, on entre dans le vif du sujet. On m'a demandé de traiter l'épidémiologie, je vais être rapide. J'ai choisi l'enquête ESSEMED, bon, parce que c'est la plus récente, qu'elle concerne la psychiatrie européenne. Elle a été menée sous l'égide de l'OMS en 2001-2003, et sur plus de 20 000 sujets de plus de 18 ans, dans 6 pays, explorant, partout, explorant les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les problèmes d'alcool, ça veut dire abus, dépendance. Avec l'outil d'investigation, c'était le CIDI, c'est-à-dire Composite Interview Diagnostic International. Voilà. Et voilà ce que ça donne comme résultat pour l'ensemble des 6 pays. Prévalence de troubles de l'humeur, vous voyez 14%. Épisode dépressif majeur, dysthymie, troubles anxieux, problèmes d'alcool.
des chiffres qui ne sont pas considérables. Enfin, ils sont importants, mais qui ne sont pas considérables. Prévalence 2 fois plus élevée, ça ne vous étonnera pas, chez les femmes que chez les hommes, aussi bien pour les troubles dépressifs que pour les troubles anxieux. Prévalence annuelle qu'on retrouve aussi dans un certain nombre d'enquêtes, c'est-à-dire prévalence plus élevée chez les jeunes, 18-24 ans, et plus basse chez les vieux. Bon. Et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours du mal à expliquer, parce qu'on a tendance à penser que les vieux sont plus déprimés, sont plus anxieux. Et en fait, chaque fois qu'il y a des enquêtes, on pourrait dire objectives, c'est le contraire qui apparaît. Et le problème de la comorbidité, que je n'ai pas détaillé ici, mais disons qu'il y a une très grande comorbidité, troubles anxieux, troubles dépressifs, et chez les femmes, une comorbidité très importante, troubles anxieux, troubles dépressifs, alcool. Beaucoup plus que chez les hommes. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus chez les hommes des problèmes d'alcool isolés, alors que chez les femmes, presque toutes les femmes qui ont des problèmes d'alcool ont en même temps soit des problèmes anxieux, soit des problèmes dépressifs. Alors, je vous ai mis là la prévalence pour la France, parce que la France est le pays des autres, par rapport aux autres pays européens, où les taux sont les plus élevés. De façon quand même assez sensible, hein, qu'il s'agisse de troubles de l'humeur, de troubles anxieux. Vous voyez, prévalence sur la vie de l'épisode dépressif majeur, il est à peu près 2 fois plus élevé en France que dans la moyenne des autres pays européens. C'est quelque chose qu'on avait déjà trouvé dans d'autres enquêtes, comme une enquête qui avait été faite en Europe, qui s'appelait l'enquête Depress, il y a une dizaine d'années, où c'était pas tout à fait les mêmes pays qui participaient. Il y avait l'Angleterre, il n'y avait pas l'Italie, mais c'est pareil, on trouvait que c'était en France qu'il y avait le taux de troubles de l'humeur et de troubles anxieux le plus élevé. C'est aussi le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs et de tranquillisants. Par contre, notre prévalence qu'on trouve en France correspond à peu près à la prévalence qu'on trouve dans des enquêtes faites aux États-Unis. Hein? C'est-à-dire qu'on retrouve aussi, par exemple dans la National Comorbidity Survey, prévalence de l'épisode dépressif majeur sur la vie de l'ordre de 20%. Voilà. Comment dirais-je, à propos de la comorbidité, je vous ai dit tout à l'heure que la comorbidité troubles anxieux, troubles dépressifs était très élevée. Et à ce propos, c'est pas du tout la même enquête, hein. Je vous donne les chiffres d'une enquête faite par Chen, dont on connaît beaucoup les travaux épidémiologiques, faits sur une cohorte, c'est-à-dire des gens que l'on suit pendant 10 ans en les examinant tous les 3 ans, n'est-ce pas, pour voir apparaître des troubles, se compliquer, disparaître des troubles, voilà. Et donc, dans cette enquête, sur le pourcentage d'épisodes dépressifs majeurs et mineurs, dans les 5 ans suivant l'installation des troubles anxieux purs, vous voyez par exemple que dans les 5 ans qui suivent l'installation d'une agoraphobie ou d'un trouble anxieux généralisé, vous avez presque un tiers des gens qui vont développer un épisode dépressif. Ce qui souligne aussi l'importance des troubles anxieux, on pourrait dire comme moteur de l'apparition de troubles dépressifs, ce qui souligne aussi la proximité, on pourrait dire
biologiques et psychodynamiques, et génétiques aussi, des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Voilà. Alors, je n'en dirai pas plus pour l'épidémiologie. On m'a demandé aussi de parler de la nosographie. Il n'y a pas de bouleversement, on pourrait dire, actuel dans la nosographie des troubles dépressifs. Et le DSM-4, le DSM-4-TR n'a pas changé la nosographie. Il y a quand même des sujets à la mode, c'est-à-dire que, disons, il y a 10 ans, on m'aurait demandé de vous parler des problèmes nosographiques, je vous aurais parlé des dépressions brèves récurrentes, et actuellement, le problème qui est très à la mode, quand je dis à la mode, ça veut dire dans les recherches, c'est celui de la bipolarité, c'est-à-dire dépression unipolaire, dépression bipolaire. Et comment dépister la bipolarité chez des sujets qui présentent un épisode dépressif. Donc il y a un grand nombre on pourrait dire, de recherches qui sont centrées sur ce sujet. Vous savez que dans les troubles bipolaires, on distingue maintenant un nombre de sous-catégories, beaucoup plus. Autrefois, il n'y avait que les unipolaires et les bipolaires. Puis après ça, c'est-à-dire ceux qui faisaient des épisodes maniaques et des épisodes dépressifs. Après ça, il y a eu les bipolaires 2, c'est-à-dire ceux qui font des épisodes dépressifs et des épisodes hypomaniaques. Puis après ça, il y a eu les bipolaires 3. C'est-à-dire ceux qui ont des épisodes dépressifs, des épisodes hypomaniaques déclenchés par des traitements ou des médicaments. Et puis il y a aussi les bipolaires 4, c'est-à-dire ceux qui ont des épisodes dépressifs et un tempérament hyperthymique. Les bipolaires 2, environ 10%, deviennent un jour des bipolaires 1. Et on insiste sur le fait que la bipolarité au sens bipolaire 2 est particulièrement, on pourrait dire, redoutée, ou il faut y penser en particulier chez les boulimiques, chez les borderline, chez les sujets présentant une personnalité histrionique, ou les sujets abusant de drogue. Dans votre expérience, en tout cas dans la mienne, moi, il m'est arrivé de soigner comme ça des malades pendant des années, voire des décennies, en pensant que c'était des psychopathes ou des borderline, jusqu'au jour où ils font un accès maniaque. Et c'est seulement à ce moment-là que, comment dirais-je, de façon rétrospective, on interprète différemment les anomalies de leur comportement. J'ai choisi, dans cette optique, si vous voulez, de vous présenter un travail qui a été fait en Tunisie, à Monastir d'ailleurs, qui est un travail comparant des patients hospitalisés pour un épisode dépressif majeur, dont 96, vous voyez, sont des bipolaires. Bon, c'est-à-dire des gens qui avaient fait des accès. Ils sont hospitalisés, quand on les voit, ils sont hospitalisés pour dépression. Bon, mais les bipolaires, on sait qu'ils ont fait, ou qu'ils ont déjà été hospitalisés pour des accès maniaques, tandis que les autres restent bipolaires. Donc, la différence de, comment dirais-je, symptomatologie, pas seulement le symptôme, les commémoratifs. Donc, vous voyez, ce qu'on retrouve, c'est-à-dire toujours que le premier épisode est plus précoce chez les bipolaires, le nombre d'épisodes est plus élevé,
Les antécédents familiaux bipolaires, beaucoup plus marqués. Et sur le plan symptomatique, on retrouve beaucoup plus souvent des dépressions à début brutal, c'est-à-dire presque du soir au matin, des dépressions très inhibées, et des dépressions avec hypersomnie plus qu'avec insomnie. Ceci dit, chez les bipolaires. Chez les patients hospitalisés, 14% des bipolaires ont viré sous antidépresseurs. Puis il y a aussi les cas à début puerpéral dont on sait qu'ils sont très indicatifs de bipolarité. Donc, j'ai comparé l'étude faite en Tunisie, à Monastir, avec les données fournies par Akishkal, qui est donc le premier, il y a vers 1980-85, si vous voulez, à s'être intéressé à ce problème et qui avait donné les indices de prédictivité, c'est-à-dire disant quand on voit un malade qui a un épisode dépressif majeur, il y a un certain nombre de commémoratifs ou de symptômes qui doivent vous faire penser qu'il s'agit d'un sujet bipolaire ou qui a toute chance de le devenir. Et VPP, c'est la valeur prédictive positive, c'est-à-dire tenant compte à la fois de la spécificité et de la sensibilité. Vous voyez qu'on retrouve dans le travail d'Akishkal et dans le travail fait à Monastir des chiffres tout à fait comparables, c'est-à-dire comme indice prédictif, les antécédents familiaux, bien sûr, mais aussi l'hypersomnie-inhibition, c'est-à-dire deux symptômes très indicatifs d'une bipolarité sous-jacente. Le fait, ce qu'on appelle caractéristiques psychotiques, ça veut dire mélancolie délirante. Et puis l'âge de début inférieur à 25 ans. Quand le premier épisode, qu'il soit maniaque ou qu'il soit dépressif, est très précoce, il y a beaucoup de chances pour qu'il s'agisse d'un sujet bipolaire. L'autre enquête sur laquelle je passerai rapidement, c'est l'enquête, alors la faite en France, qui s'appelle l'enquête EPIDEP, qui a été faite dans 15 centres, avec 48 psychiatres, je veux dire libéraux, d'exercice public, sur 537 patients présentant un épisode dépressif majeur, ambulatoire ou hospitalisé, c'est-à-dire pas forcément très très grave. Et alors ces sujets ont été vus la première fois par le psychiatre, avec les commémoratifs habituels, la façon habituelle de faire son diagnostic, avec les antécédents, la symptomatologie. Et donc, lors de la première visite, vous voyez que 70% ont été étiquetés unipolaires. Très peu de vrais bipolaires, puis 20% de BP2. La deuxième visite, c'était un mois plus tard, et cette fois-là, on réinterroge le malade, qui n'est plus déprimé, enfin en tout cas qui est peu déprimé, donc qui donne des informations plus cohérentes, avec plus de temps, avec en plus l'utilisation d'un certain nombre de questionnaires permettant de rechercher les antécédents d'hypomanie, et à la suite de quoi on réétiquette le malade, et vous voyez que cette fois, le pourcentage de sujets à potentialité bipolaire a énormément augmenté.
Alors, je vous, comment dirais-je, donne ces chiffres bruts comme ça. Peut-être que le passage de l'unipolaire à l'unipolaire vous paraîtra, comment dirais-je, beaucoup. Certains vous diront que c'est très difficile de faire le diagnostic de personnalité hyperthymique entre les gens normaux et les hyperthymiques. Mais en tout cas, je crois que ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il y a probablement plus de sujets déprimés qu'on voit pour un épisode dépressif qui sont bipolaires qu'on ne le croit généralement. Alors on va passer à la dernière partie de l'exposé, c'est-à-dire, vous m'avez dit le traitement. Là, je crois que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Hein. Le choix d'un antidépresseur, bien sûr, quand dans un épisode antérieur, le sujet a répondu favorablement à un produit, on reprend le même produit. Que lorsqu'il y a un risque de suicide, on prend des produits qui sont peu toxiques, hein, c'est-à-dire les ISRS, les biaminergiques, l'amiancérine, le méclobémide, mais je crois que le méclobémide, vous ne l'avez pas ici. Hein. Le produit qui en France a l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché pour les dépressions récurrentes, chez nous c'est sertraline et venlafaxine qui est l'Effexor. Mais je crois que là non plus c'est un produit que vous n'avez pas. Dans les dépressions anxieuses, on utilise encore les vieux produits, c'est-à-dire amitriptyline, maprotyline, méancérine. Lorsqu'il y a des comorbidités anxieuses, on conseille d'utiliser les produits qui sont eux-mêmes conseillés pour le traitement de ces troubles anxieux. Hein. Donc, en France, c'est ça qu'on a comme indication. Hein. Et puis, lorsqu'il y a comorbidité, avec la boulimie, c'est la fluoxétine qui est conseillée. Avec le sida, je ne sais pas ici si vous avez des problèmes avec le sida, mais c'est le citalopram dans la mesure où c'est celui qui a le moins d'inconvénients avec les trithérapies. Un sondage, vous allez peut-être vous reconnaître, fait sur les attentes des praticiens, psychiatres, qu'est-ce qu'ils désirent des futurs antidépresseurs. Donc c'est un sondage fait en Angleterre, hein, sur un nombre très important de psychiatres. Alors voilà leur attente. Je ne sais pas si c'est, je pense que vous serez d'accord. Encore que moi, je penserais que meilleure efficacité au long cours faisait partie des attentes prioritaires. Un mot pour les dépressions résistantes. Donc, je ne vous apporte pas grand-chose non plus. Hein. Vérifiez la posologie, l'observance d'état somatique. Je ne sais pas si vous avez recours souvent au dosage plasmatique. On y recourt sûrement moins qu'il y a une vingtaine d'années. Alors, les stratégies, optimiser, monter les posologies, arrêter des associations qui peuvent entraver la marche thérapeutique. Quelquefois, moi, j'ai vu un bêta-bloqueur ou un inhibiteur calcique ou des médicaments qui entravent l'action des antidépresseurs.
Substituer, on peut substituer des médicaments de la même famille, hein, parce que ça n'est même des inhibiteurs de la récapture de la sérotoninergique, c'est pas parce que l'un n'a pas marché que l'autre ne marchera pas. Chez nous, il y a le recours aux IMAO, en particulier dans deux occasions. Lorsqu'il y a une dépression atypique, ou bien le moclobémide chez les gens âgés. On recourt aussi beaucoup, même maintenant, aux perfusions d'anafranil, en sachant qu'il y a peut-être une grande partie de psychologique dans l'action de la perfusion, plus que de pharmacologique, mais qu'en tout cas, il y a des malades améliorés par les perfusions qui ne l'étaient pas par le traitement buccal. Les combinaisons, la potentialisation, je crois qu'en France, celle qu'on ne fait le plus, c'est le lithium. C'est-à-dire que dans des dépressions résistantes, disons, on ajoute du théralite, avec quelquefois un résultat, on pourrait dire, miraculeux en 3-4 jours. D'autres fois, une amélioration progressive, puis d'autres fois, ça ne fait rien. Mais en tout cas, ça vaut la peine d'être essayé. Il y a des études contrôlées qui montrent que ça marche, enfin, dans un bon nombre de cas. Il y a les hormones thyroïdiennes, le Sinomel, T3, qu'on utilise aussi, et puis plus récemment des antipsychotiques, c'est-à-dire les nouveaux neuroleptiques, qui possèdent par eux-mêmes une certaine action sur l'humeur. C'est-à-dire que les petites doses de risperidone ou d'olanzapine peuvent potentialiser l'action d'antidépresseurs. Puis il y a le recours à l'électrochoc. Attendez, on peut baisser un petit peu peut-être. Voilà. Juste un mot sur l'utilisation des antipsychotiques dans la dépression. Là aussi, c'est un sujet très à la mode. Antipsychotique, ça veut dire de deuxième génération. Je crois que chez vous, vous avez la risperidone, vous avez la misulpride, le Soliant? Non. Et puis, vous avez l'olanzapine, le Zyprexa. Ben. Donc, l'utilisation des antipsychotiques dans certaines dépressions, je vous ai dit un mot dans les dépressions résistantes, dans les mélancolies délirantes. Vous savez que dans les mélancolies délirantes, on donne des antidépresseurs, mais que la plupart du temps c'est insuffisant, qu'on a eu l'habitude d'utiliser les neuroleptiques, et on utilisait le Nosinant, on utilisait le Tertian. Je dois dire que même dans les grandes mélancolies délirantes, on utilisait l'Aldol. Enfin, je ne sais pas si ça se faisait aussi ici. Bon, avec les inconvénients des neuroleptiques, parce que vous savez que les bipolaires, ou même les unipolaires, disons que les gens qui ont des troubles de l'humeur sont beaucoup plus sensibles aux neuroleptiques que les schizophrènes. C'est-à-dire qu'ils sont plus que les schizophrènes des dyskinésies tardives. Hein, ceci, ça a été bien montré. Quand on a fait des études sur les dyskinésies tardives, on en retrouvait un nombre beaucoup plus important chez des gens qui avaient eu des neuroleptiques pour des accès maniaques, ou des choses comme ça, que chez les schizophrènes. Bon. Donc l'intérêt, c'est quand même de remplacer
quand on le peut chez les bipolaires, hein, ou dans les mélancolies délirantes, de remplacer les neuroleptiques traditionnels par les neuroleptiques de seconde génération qui donnent quand même moins de dyskinésie tardive. Dans les dépressions bipolaires, alors, la doctrine actuellement, c'est pas d'antidépresseurs tricycliques, hein, parce que vous avez le risque de virage maniaque et vous avez le risque de déclencher. Donc, la doctrine, enfin, je vous transmets la doctrine actuelle, c'est pas tricyclique. Si on donne des antidépresseurs, on donne plutôt, pas non plus de biaminergiques. Biaminergiques, c'est-à-dire ceux qui sont inhibiteurs à la fois de la sérotonine et de la noradrénaline. Vous avez le même risque de virage maniaque. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'il faut plutôt prendre des inhibiteurs sélectifs de la sérotonine. Et on peut y adjoindre, avec un pourcentage beaucoup plus important de réponses positives, c'est le Zyprexa qui a été le plus utilisé, association fluoxétine-Zyprexa. Je dis un mot de la lamotrigine. C'est un antiépileptique, vous l'avez peut-être ici, c'est l'amygdale. Je ne sais pas sous quel nom vous l'avez. Bon, c'est une molécule, vous savez, qui suscite beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle, comme anticonvulsivant, parce que c'est le seul anticonvulsivant qui a été étudié, qui possède une bonne efficacité chez les sujets bipolaires, une bonne efficacité, et chez les unipolaires aussi, dans la prévention des rechutes dépressives. Alors que tous les autres produits, je dirais le lithium, carbamazépine, Depakote, tout ça, ont une meilleure efficacité sur la prévention des rechutes maniaques, et pas très bonne sur la prévention des rechutes dépressives. Lamotrigine, lui, est plus efficace sur les rechutes dépressives, d'où souvent des associations entre, par exemple, valproate et lamotrigine chez des sujets qui ont des rechutes, surtout dépressives. Dépression post-psychotique, bon, c'est la dépression chez les schizophrènes, hein, à savoir que là aussi, avec les antipsychotiques de dernière génération, on voit moins de dépression qu'avec les neuroleptiques traditionnels. Je termine pour dire que voilà les derniers traitements. Sismothérapie, on fait encore beaucoup de sismothérapie, en particulier dans les dépressions délirantes, dans les dépressions résistantes, dans les dépressions des sujets âgés. Et on fait aussi beaucoup de sismothérapie d'entretien, c'est-à-dire une séance par mois en ambulatoire chez des sujets qui ont des dépressions chroniques. Hein, c'est une pratique qui s'est répandue, enfin pas seulement en France, hein, comme étant d'une bonne efficacité chez les sujets à cycle rapide ou dans des dépressions chroniques résistantes à la chimiothérapie. Je passe très vite sur le reste. La grypnie, c'est-à-dire la privation de sommeil, ça a été pratiquement abandonné. La photothérapie, c'est utilisé, mais c'est utilisé uniquement dans les dépressions saisonnières, c'est-à-dire celles qui sont hivernales. Je ne pense pas qu'ici ce soit votre vrai problème. Et je terminerai sur la stimulation magnétique transcrânienne pour dire que ça suscite beaucoup d'espoir, ça se fait de plus en plus.
Ça a peu d'inconvénients. C'est sûrement moins actif que l'électrochoc traditionnel. Bon, mais c'est beaucoup mieux accepté, ça se fait en ambulatoire. Il y a eu beaucoup d'études contrôlées pour montrer que c'était dans des dépressions simples, enfin, je veux dire non délirantes, non, même efficacité que des électrochocs. Par contre, dans des dépressions délirantes, c'est moins efficace que l'électrochoc. Voilà, je terminerai cette revue là-dessus en disant qu'on ne sait pas encore quelle sera la place de la stimulation magnétique transcrânienne dans les stratégies thérapeutiques, mais peut-être qu'elle aura une place importante.